Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Daoued d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Le rideau de fumée olympique. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, Odyssée et X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café, hein, on commence. Alors Nicolas, il n'y a jamais 203. C'est notre troisième émission sur les Olympiques. Oui, ça commence à bien faire. J'espère que ça sera la dernière. J'aurais bien aimé parler de l'Angleterre. On en parlera peut-être une autre fois. J'ai de moins en moins envie de parler de Trump, C'est vrai, ça tellement aussi. c'est pitoyable et son colissier est une catastrophe. Mais ce qui est amusant dans cette histoire olympique, c'est que ça rejoint complètement le thème de mes livres, c'est-à-dire la servitude volontaire assurée par les médias, puisqu'en fait, on a eu la période Covid. Du jour au lendemain, on est passé à la période Ukraine. Du jour au lendemain, on est passé à la période, je ne sais plus quoi, moi, élection. Ensuite, on est passé à la période d'autres choses. Et puis là, on est arrivé à la période olympique. C'est-à-dire que tous les médias, pendant 24 heures, ne parlent que de ça et les gens se font abrutir et bombarder comme ça et ils ne réagissent pas. Céline, je le rappelle, parle déjà de bombardement à l'époque pour pousser à la guerre contre l'Allemagne entre 37 et 39. Donc en fait, il y a aussi ça qui m'énerve chez les antisystèmes, c'est ils croient que c'est nouveau. C'est absolument pas nouveau. On a toujours fonctionné comme ça en Occident. Moi, je considère que le plus grand livre à lire, c'est La Galaxie Gutenberg. La Galaxie Gutenberg, les gens croient que ça parle de la télévision. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne parle pas de la télévision, ça parle de mes sujets, des sujets de Nicolas Bonal. C'est la connerie à travers les siècles. Et notamment depuis qu'on a inventé la presse à imprimer. Alors, comment on a conditionné tout le monde? Alors, on parlait des Anglais hors antenne, toi et moi. On peut dire que médaille d'or, médaille d'argent de la connerie des nations, c'est l'Angleterre et la France. Je crois que c'est incontestable. C'est les deux pays les plus nuisibles de l'histoire du monde si l'on considère que les États-Unis ne sont que l'enfant de l'Angleterre. Et ces deux pays ont été conditionnés par l'homme typographique, par la typographie, explique McLuhan. Et donc, on les a conditionnés au patriotisme, notamment. Et la machine patriotique, une fois qu'elle se met en place, tu ne peux plus arrêter les gens de faire la guerre. Pendant des siècles, ça a été le cas de l'Angleterre, le cas de la France. Michelet en parlait très bien aussi. Et puis là, pour les Jeux Olympiques, on est reparti sur le mode patriotique à fond et on oublie tout le reste, on se fout complètement. Et vive Macron. Alors, donc je répète, lisez pour 10 euros McLuhan, même par chapitre, parce que c'est un livre très dense qui a énormément d'informations. J'aimerais bien aussi peut-être qu'on fasse une émission sur Todd, Emmanuel Todd, parce que je crois que je vais écrire mon troisième texte sur Todd, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je relis un chapitre, je suis suffisamment content pour faire un chapitre dessus. On ne peut pas être d'accord avec lui sur les détails, sur ci, sur ça, mais quand même, c'est un sacré bon boulot. Et alors, donc, on a autre chose qui se met en place avec les Jeux Olympiques, c'est un triomphe de Macron personnel, je le félicite. Il paraît que c'était pas olympique d'aller se jeter dans les bras des athlètes et de les tripoter devant les caméras du pays pour remonter dans les sondages. En France, c'est possible. En Oui, c'est France, c'est vrai. possible. Impossible n'est pas français. Ou comme dirait Nicolas Bonal, impossible n'est pas français. Donc, je me fous dans les bras de Teddy Riner, je me fous dans les bras de tous les transgenres de la boxe, de la natation synchronisée et autres. Je m'amuse, je m'éclate, je suis votre président bien-aimé. Grâce à moi, vous êtes la nation réveillée. Vous êtes le phénix hôte de ses bois, ou comme disait le général de Gaulle, la lumière du monde, il disait le général de Gaulle. C'est le médaille d'argent des pays le plus con d'histoire du monde après l'Angleterre. L'Angleterre qui est en train de payer, hein, d'ailleurs. La France aussi risque de payer après les Jeux Olympiques. On y revient dans 5 minutes. Donc on est complètement content avec cette histoire de rideau de fumée. Et alors on est content aussi de voir que les nationalistes, les patriotes, les ci, les ça sont tombés, mais direct dans le panneau, tendu par Macron. Donc Bardella ne parle que de ça. Je recommande d'aller sur le Twitter de Bardella. C'est moins compliqué que de lire une page de Heidegger ou de Hegel. Bardella, oui, oui, nous avons gagné, oui, oui, 3 médailles, oui, oui, nous sommes la plus grande nation, oui, oui. Et Philippot, 3 drapeaux pour le cyclisme, je crois, parce que je ne sais même pas de quoi ça parle, hein, ces Jeux Olympiques. Et c'est Vive la France est à sa place, la première. Elle est à la première, à la deuxième, à la troisième, et même à la dernière, la France. Il n'y a aucun problème. Là-dessus, elle adore. Donc, ils sont tous tombés dans le panneau, ils se sont bousculés.
pour aller acclamer les athlètes, alors que bon, comme d'habitude, il suffit de couper sa télé, hein, mais les gens n'ont pas compris ça, que le meilleur acte de résistance, c'est de couper la télé. Moi, j'ai coupé ma télé définitivement espagnole hein, au moment du Covid. J'ai même arrêté les documentaires, les petites choses avec les bébêtes, avec les animaux qu'on adorait avec Tatiana. Et puis, j'ai copié du Scenic Relaxation sur tous les sites que j'ai pu. J'ai déchargé. On ne regarde que des paysages en drone ou alors on regarde des reportages sur les animaux. Mais ce n'est pas des reportages, c'est simplement des prises de vue. J'aime la notion de prise de vue. Avec l'animal qui est libre, on ne le met pas en scène, on ne l'emmerde pas, il est comme ça. Et pour une fois, je vais d'ailleurs dire deux choses de bien sur la France, parce qu'on m'accuse d'être anti-français. Ça ne va pas du tout, moi pas du tout. La France, il y a au moins une chose de bien, c'est que les livres de poche sont pas chers. Ça, vous l'avez à 10 euros. J'ai racheté Dorian Gray parce que je voulais me lancer dans une étude sur le chapitre 11. J'y reviendrai une fois, peut-être dans cette émission. Le chapitre 11 de Dorian Gray est essentiel pour comprendre le monde moderne et l'Occident. C'est le chapitre où il évoque, Oscar Wilde, le goût de Dorian pour le livre de Huysmans très connu, À rebours. Et ensuite, sur les collections de Dorian Gray. Dorian Gray est possesseur d'une fortune colossale, considérable, on allait dire presque royale. Il peut acheter toutes les collections du monde de toutes sortes d'instruments ou d'œuvres d'art. C'est un chapitre passionnant qui n'est pas assez mis en relief par les historiens de la littérature et compagnie. Alors, il le sera peut-être un jour par Nicolas Bonal, si je me dépêche. Ensuite, le pauvre livre peut coûter donc 3,30 €. Donc, au moins en France, j'ai pu racheter, moi, toute ma bibliothèque en prévision d'une coupure définitive d'Internet. J'ai pu racheter une bibliothèque pour des livres entre 3 et 6 euros. J'étais très content parce que ce n'est pas possible ailleurs, ni en Espagne, ni en Angleterre, ne parlons pas de l'Allemagne. La deuxième chose, c'est je parlais de ces scenic relaxation pour échapper à la télévision, parce que maintenant, c'est une intoxication totale. C'est un cancer en France, la télévision. Et B, il faut faire de la fuite par les films de drone, et notamment ceux de Gaëtan Piolo, qui a sa page YouTube, Piolot. Je crois d'ailleurs qu'il est lié à la préparation olympique, ce garçon. Enfin, en tout cas, il filme admirablement. Voilà, donc on a cette espèce d'Olympiade à la noix qui s'est mise en place et qui va être un cancer qui va dévaster le cerveau des gens pendant 15 jours, mais ils en ont l'habitude. Et ensuite, on va leur parler d'autre chose. Alors là aussi, les gens croient que la mémoire du poisson rouge est apparue avec Internet ou à cause du smartphone. Tu parles. Déjà, l'abrutissement technologique, j'en ai parlé, on l'a au moment de l'invention de l'électricité et c'est très bien expliqué par Villiers de l'Isle-Adam dans ses contes cruels. Il y a un conte qui s'appelle l'affichage céleste, qui est lié à la Tour Eiffel. Et en fait, ils font de l'affichage électrique déjà dans le ciel avec la Tour Eiffel. Villiers parle du conditionnement des gens par la manipulation électrique, par les sons, par les fanfares. Et il dit que ça produit du patriotisme. C'est pas pour rien que les gens sont allés se faire tuer en 14-18, c'est ça que je veux dire, c'est assez grave. Ou qu'ils acceptaient ces conneries de guerre coloniale où on allait tuer des pauvres gens à l'autre bout du monde, voler leurs terres, prétendre installer la civilisation sans rire avec une préfecture et une gendarmerie, et ensuite liquider les oppositions locales des gars qui n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, maintenant, d'ailleurs, c'est les Blancs qui commencent à se sentir colonisés chez eux. D'ailleurs, pas par ces populations, enfin, ces populations peuvent jouer un rôle négatif, mais c'est surtout par les mondialistes. Les mondialistes ont décidé de traiter les Blancs comme ils faisaient traiter les pauvres gens du tiers-monde par les Blancs avant. C'est la même racaille, hein, on ne va pas préciser laquelle. Et donc, tout cela se met en place magnifiquement pour un rideau de fumée olympique. Et puis finalement, je me suis rendu compte que tout le monde est tombé dedans ou peu, sauf les gens qui sont suffisamment anesthésiés. Parfois, il faut être anesthésié pour ne rien savoir. Mais le problème de ne rien savoir, c'est qu'aussi on peut ne rien se rendre compte de rien. La deuxième étape dont je vais parler, c'est le déclin du sport. Alors, on a l'effondrement de grandes nations sportives. On a l'effondrement de l'Allemagne. Tu te souviens quand on était enfant, les triomphes de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne même de l'Ouest, Munich en 1972. Exact. Les Allemands n'existent plus, ni en tant que peuple, ils n'ont plus de volonté, ils ne sont plus rien, on les a vidés. Scholz, c'est le coup de grâce final, on dirait. Et ça avait commencé à baisser pas mal à partir de la réunification, puis ça s'est effondré après le départ de Helmut Kohl, qui était plutôt sympathique. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'à partir du départ de Helmut Kohl et de Mitterrand, ça a été la fin du couple franco-allemand. Le couple franco-allemand a disparu il y a presque 30 ans, hein, avec le départ de Mitterrand. Chirac a été en dessous de tout, et ce n'était pas la peine de faire ensuite la défense du gaullisme et du chiracisme. Je voudrais aussi juste une petite parenthèse. Les deux clowns les plus ridicules sont Asselineau et Philippot, et on sait qu'ils n'ont pas arrêté de nous parler du Brexit.
On voit que le Brexit n'a créé que des catastrophes en Angleterre. Et ça n'a pas du tout une réaction nationale, pas du tout une réaction de liberté. La situation est catastrophique, même les travaillistes reconnaissent qu'ils ont un mal fou à redresser l'économie après le passage qui a duré 10-15 ans des conservateurs et après le Brexit. Donc, après, ils en sont simplement réduits à persécuter leur propre population. Et je vais réciter une phrase que j'ai bien aimée de Jim Goad dans Unz, qui est interprété dans Unz. Nos élites ne veulent pas seulement nous créer des difficultés, elles veulent que nous cessions de vivre. Je crois que ça résume assez bien, moi, ce que je pense des mondialistes et de ce que je pense de l'Europe et du reste. Et en effet, notre présence physique les gêne. Alors ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'Angleterre. Oui, alors on a une espèce de dégénérescence physique qui frappe un certain nombre de continents. On a compris que le Japon, c'était plus le Japon. On a compris que la Chine, c'est pas grand-chose. Les Américains étaient partis très très mal et puis ils remontent un peu. Mais c'est sûr que par rapport aux grandes Olympiades qu'on a connues entre l'Union soviétique et les États-Unis, il y a eu un effondrement. Moi d'ailleurs, c'est l'époque où j'ai arrêté de regarder la télé. Je crois que c'est vers 1984, comme par hasard. J'ai arrêté aussi de regarder le sport après l'équipe de Platini. Nicolas, puis dans le judo, c'était hallucinant cette année. On a eu des combats, des adversaires qui ont 40-50 kilos de différence. Mais c'est Ouais. ridicule. Alors on en revient à la mondialisation des fédérations parce que la cérémonie a fait scandale, on en a assez parlé, toi et moi et tout le monde. Mais ce qui est amusant, c'est de voir qu'on ne respecte plus les règles dans le sport. On met des hommes contre des femmes pour les matchs de boxe. On met des transgenres aussi dans les piscines et notamment dans la natation synchronisée. On est dans un délire global qui reflète l'involution intégrale de cette civilisation en phase terminale. Si on peut parler encore de civilisation, on peut dire que c'est un ensemble social plutôt qu'une civilisation. Une civilisation, ça quand même, c'est qu'il y a une dimension respectable qui n'existe plus. Malheureusement, ça me rappelle la phrase de Cioran dont me parlait mon éditeur roumain Oratio Puscasu, celui qui m'a édité Dostoïevski et la modernité occidentale en roumain. Cioran dit peut-être que l'Europe va déteindre sur le reste du monde et répandre son nihilisme. Alors, on va voir. C'est vrai qu'on n'est pas devenu vraiment un modèle, c'est quelque chose. La suite, on le sait maintenant, c'est mon troisième petit développement. On a eu des chiffres catastrophiques pour Airbnb et pour les hôtels. Moi, je m'amusais depuis des mois à le dire sur le blog avec Booking. On savait qu'il y avait 6 000 ou 7 000 hôtels de libre à Paris pendant les JO. Or, je viens de voir que ça va continuer après les JO. C'est-à-dire que l'effet repoussoir des JO est un peu exagéré. Il y a évidemment eu un effet repoussoir des JO, notamment pour les Français avec l'épouvante numérique et la dictature qui s'est mise en place et qui va continuer après les JO, je rassure tout le monde. Mais on a aussi une complication avec déjà la France est un pays que l'on fuit, qu'on ne veut pas aller. Moi, je vois en Espagne, les gens ont peur d'aller en France. J'ai eu des contacts en Italie, c'est pareil. Je vois pas comment les Anglais vont pouvoir aller en France vu que c'est un peuple qui est ruiné en mauvais état. Les Allemands, c'est pareil. Les Américains, il y a de moins en moins de riches, il y a de plus en plus de problèmes économiques. Et là, j'en reviens encore à Todd, à la défaite de l'Occident et à ce qu'il a appelé par rapport à l'Angleterre, par exemple. J'ai bien aimé le jeu de mots, Cruel Britannia. On a eu moins 60% donc, de baisse pour l'Ouest en France. Ils disent que c'est le mauvais temps. C'est pas vrai. Il fait pas si mauvais cet été. Il n'y a pas de canicule, mais il fait pas très mauvais. Je crois que cette semaine va être chaude. Donc, ils vont nous faire le coup à l'ONU et ailleurs qu'on va être carbonisé et qu'il faut donc qu'on arrête de respirer. Cette semaine, peut-être que la moitié des gens sur ordre en France, après les JO, vont arrêter de respirer pendant 20 jours pour faire plaisir à Macron et peut-être qu'on sera débarrassé de la moitié des Français. On peut toujours respirer, on ne sait jamais. Mais comme dit Léon Blois, le petit nombre des victimes tempère toujours ma joie. Donc on a ça qui va se mettre en place. On a une magnifique effondrement de taxis, magnifique effondrement de Airbnb, et il y a tout un tas de secteurs touristiques qui sont complètement sinistrés dans un pays où, je le rappelle, on a clochardisé la population pour en faire essentiellement des nations touristiques. C'est ce que disait déjà il y a une trentaine d'années Philippe Murray. À l'époque, je trouvais qu'il exagérait un peu, puis finalement, il n'a pas exagéré du tout. Il a décrit ce qu'il voyait, c'était déjà pas très rassurant. Alors après, il y a le village olympique. Le village olympique, ça m'énerve un peu, parce que, une fois de plus, c'est les antisystèmes qui m'énervent plus que les autres,
Parce que, évidemment, que c'est des lits en carton. Évidemment que ce qu'on bouffe, c'est de la merde. Évidemment qu'il fait 40 degrés. Évidemment que les chambres sont minuscules. Évidemment que c'est sale. Et alors, où est la nouveauté? Où est la nouveauté? Moi, j'ai été interne à Paris, au fameux lycée Louis-le-Grand. Je logeais dans une chambre qui faisait même pas 1 mètre carré. On avait 2,50 m de long, 1 mètre carré, on avait 2,50 m. C'était pas très propre, je te rassure, si tu faisais pas toi-même ton ménage. On avait un minuscule lavabo dans un coin et on avait des douches. Et évidemment, comme c'était plus ou moins chauffé l'hiver, parce que les gars se plaignent de la chaleur l'été, mais aussi le froid l'hiver, ben, je n'allais pas me doucher. Après, la nourriture dans toutes nos cantines scolaires en France a toujours été Infect. abominable. Infect. À l'armée, ça a été encore pire. Et je suis devenu bah, celui qui ne mangeait pas. J'allais manger chez les Arabes le merguez frites au quartier latin rue Saint-Séverin en bas de la montagne Sainte-Geneviève, où j'allais manger les sandwichs grecs, où j'allais manger les shawarmas, je ne sais pas quoi, parce qu'il était impossible pour moi de bouffer dans les cantines françaises. C'est ce qu'on faisait, nous, à Assas. Le resto U était infect. On Ouais, allait ouais. justement manger des merguez et des Alors, couscous. le resto où je suis assez fier, je n'en ai pas connu. Je n'en ai pas connu. J'ai connu un tout petit peu les cantines de lycée, en classe préparatoire encore, et puis après j'ai dit, bon, ben, tout ça c'est fini, il n'est pas question de vivre comme ça. Et quand on était à l'armée, on était aussi traités comme des chiens. Heureusement, j'ai pu faire mon service militaire en me logeant chez ma grand-mère à Paris, où je suis resté 3 ans. Ça a été les 3 plus belles années de ma vie, d'ailleurs, quasiment, parce que l'appartement était merveilleux. Et ma grand-mère était déjà en maison de retraite. À l'époque, d'ailleurs, une maison de retraite, ça coûtait 4 000 francs par mois, et c'était des bonnes sœurs. Parce que les gens qui n'ont pas compris, il faudra qu'on fasse une émission dessus, que le christianisme a vraiment disparu, il ferait mieux de compter les bonnes sœurs autour d'eux. Il y a une époque, il y avait des bonnes sœurs qui s'occupaient des gens gratuitement et bien, et puis maintenant, il n'y a plus de bonnes sœurs du tout. Ou alors, ce sont des filles qui viennent des îles Moluques ou d'Afrique noire. Mais même là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ce qu'on dit, hein. Donc voilà. Alors, le pauvre Italien, tu sais, il s'appelle Ceccone, je crois, qui était champion de natation olympique, et lui, il est allé dormir dehors, mais moi, j'étais comme lui. J'étais comme lui à la même époque. Les lycées étaient un scandale, les casernes étaient un scandale. Je repensais à ce très grand chef-d'œuvre du cinéaste anarchiste d'origine espagnole, Jean Vigo, qui s'appelle Zéro de conduite. Et c'est une révolte dans un internat. Et ce qui m'avait amusé, c'est que ce révolutionnaire, cet anarchiste, il n'a pas décrit l'Espagne de Franco, il n'a pas décrit un pays fasciste, il n'a pas décrit l'Italie Mussolini. Non, non, il a décrit la bonne vieille République française qui traite ses enfants et ses étudiants comme des chiens, qui maintenant traite ces magnifiques athlètes olympiques comme des chiens, et elle aurait tort de se gêner, puisque on se doute qu'il n'y a pas beaucoup de protestations, les gens sont très timides. Ceux qui ont le plus de profil à râler, maintenant on a constaté que c'est les Italiens, parce que les Italiens, tu ne peux pas trop les piétiner. Le piétinin, il est un peu comme toi et moi, l'Italien, on a un tempérament non plus italien que français, il râle assez vite. Le français, contrairement à ce qu'on dit, ne râle pas de toute manière. Il n'est pas logé au village olympique. C'est clair, on a compris que les athlètes français sont mieux traités que les autres. Ça explique aussi peut-être certaines performances, entre autres, hein. Mais la catastrophe du grand recette et du grand effondrement à la manière française et à la manière mondialiste se place magnifiquement avec ces Jeux olympiques où on a aussi vu l'agenda transgenre progresser de manière formidable. Et sans doute aussi, il y a eu de nouveaux essayages de dopage et de tentatives de tricher lors des épreuves et du progrès vers le transhumanisme. Mais ça, je laisse de côté parce que on le verra sur le moyen terme avec les autres. Mais le fait de maltraiter les gens en France n'est absolument pas nouveau. C'est assez prodigieux de ne pas se rendre compte. Il faut avoir jamais lu un écrivain classique ou même du XXe siècle pour ne pas se rendre compte ce que c'est qu'un internat à la française. Et en fait, ce village olympique, ça n'est qu'un internat à la française. Je regarde si j'ai encore quelque chose à te dire, mon cher Gilbert. Oui, il faudra qu'on reparle en effet de cette espèce d'événement en Angleterre. Je vois quand même assez bien une espèce d'effondrement commun arriver sur la France, sur l'Angleterre, sur les États-Unis. Ça me paraît maintenant imminent en Angleterre avec Keir Starmer et puis également aux États-Unis avec Kamala Harris et le reste. Par contre, ces pays-là peuvent continuer leur maléfice encore un certain temps. Malheureusement, on en revient toujours à la phrase de Jean-Jacques Hano sur la critique de cinéma. Elle a peut-être disparu en tant que force, mais elle garde sa capacité de nuisance. Nous en sommes là. Voilà ce que j'avais à dire sur ce rideau de fumée olympique et j'espère qu'on passera à un autre sujet. Oui, j'espère aussi, mais moi, ce qui m'a étonné, Nicolas, pour finir, le mot de la Ouais, fin, ouais.
c'est que on en a discuté et moi je pensais que tu as exagéré dans les émissions précédentes. Ce qui m'a étonné, c'est que le peuple de droite, ce peuple qui a voté RN, le 48% ou 50% de ce peuple français qui est tombé dans le panneau des Olympiques. Si ça peut te consoler, ça n'est que le panneau des Olympiques. Parce que tomber dans le panneau de la guerre à la Maurasse contre l'Allemagne pour faire 3 millions de morts en 2 conflits et ruiner complètement le continent, c'est pas mal non plus, hein. Il faut aller se faire foutre, Maurasse, et les Maurassiens avec. Céline en a très bien parlé aussi, on le voit en Ukraine, de cette capacité de trahison des pays par les patriotes. Les patriotes n'expriment pas au sens de Renan la volonté de vivre ensemble. Moi, la volonté de vivre ensemble, je la sens en Espagne. Je la sens pas, je la sentais pas en France. Les patriotes en France ou en Allemagne ou en Pologne, c'était ou en Ukraine, c'est ou en Russie, c'est la volonté de mourir ensemble. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, je préfère les pays où, en effet, on ne pousse pas les gens au charnier. Alors, le patriotisme, en tout cas, en France, il est toujours là, il n'y a rien à dire. Et il a toujours là aussi, pour reprendre la formule de Hanno, sa capacité de nuisance. Et là, c'est la capacité de tromper tout le monde, d'obnubiler, de faire remonter dans les sondages Macron et de lui faire renforcer sa dictature avec le seul parti politique qui n'a pas gagné les élections, c'est-à-dire la droite libérale, comme on disait quand on était jeune, ou la droite pro-européenne. C'est celle-là qui finalement est au pouvoir depuis les années de Gaulle ou les années Giscard, si on veut être gentil avec de Gaulle, mais comme on sait, moi je n'ai plus envie d'être gentil avec de Gaulle. Et là, avec Macron, il est arrivé au pouvoir. Avec la gauche, il a bloqué l'extrême droite et ensuite, il prend les mecs de la droite libérale pour gouverner, comme à l'époque de Giscard. Et on a pas fini de s'enfoncer toujours plus. Bon, ça va être le mot de la fin, je pense. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Oui, un petit livre, donc L'autopsie de l'exception française, que je recommande toujours. Et puis, je rappelle, c'est très important, la galaxie Gutenberg, en félicitant la France d'avoir quand même encore des bonnes collections de livres de poche pas très chers. Voilà, il faut bien que que je termine par un compliment. Le voilà. Bon, alors, Bonal et Dawet, c'est fini pour cette semaine. Merci et à la prochaine.